bienvenue au Conseil régional de l'Ordre des architectes des Pays de la Loire, donc pour cette troisième table ronde sur la thématique Habiter pour exister, l'architecte, un citoyen militant et engagé. Donc, après avoir traité donc, la première table ronde, pour ceux qui étaient déjà présents, c'était entre transition et insertion. La deuxième table ronde entre appropriation et expropriation qui avait lieu au Concorde. Et aujourd'hui, donc, nous allons traiter entre démolition responsable et seconde vie. Et à cette fin, au nom du Conseil de l'Ordre des architectes des Pays de la Loire, j'ai le plaisir d'accueillir à la fois Émilie Monteco, qui est donc architecte et chargée de mission dans l'association, je crois, Matière Grise. Je pense que vous vous présenterez un petit peu plus précisément tout à l'heure. J'accueille également François Terrien, donc qui est architecte à Angers, ainsi que son collègue François Cotier, qui est également architecte à l'agence Terrien. Donc je vais m'arrêter là. Le principe de la soirée, c'est que vous allez présenter le projet principalement d'Emmaüs, mais un peu tout le processus sur une demi-heure, 35 minutes. Après, il va y avoir des échanges, des questions, et puis ensuite, on continuera à débattre ou discuter de ces sujets autour d'un verre, juste derrière la salle. Voilà, je vous remercie. Il s'agit donc du site d'Emmaüs. Tout le monde connaît ici Emmaüs. C'est celui de Saint-Jean-de-Lignières, qui est le site principal d'Emmaüs à Angers. Sur ce site, il y a une communauté d'une soixantaine de compagnons. Il y a un peu plus d'une centaine d'amis d'Emmaüs, c'est-à-dire c'est des bénévoles qui viennent intervenir au sein de l'activité. Et il y a un certain nombre d'activités. Je vais vous les détailler. Ici, vous avez la partie hébergement. Ici, vous avez la partie déchetterie-recyclerie, qui est un service sous-traité à la ville d'Angers. Et ici, vous avez les ateliers de tri qui envoient les choses données ou récupérées vers deux salles de vente qui sont là. C'est la situation actuelle. Emmaüs a désiré restructurer cela parce que les ateliers étaient extrêmement inconfortables, ni chauffés, ni rafraîchis bien sûr, et soumis aux pluies directes un certain nombre de fois. Donc ils ont fait une consultation, et très curieusement, leur consultation était relativement classique, c'est-à-dire qu'ils n'envisageaient pas le réemploi. Nous avons décidé de proposer un réemploi le plus massif possible, en partant du principe, du principe fondateur d'Emmaüs, puisque l'abbé Pierre, au départ, en recueillant deux vagabonds complètement détruits, s'était dit, enfin, dans ce qu'il raconte dans ses mémoires, il a passé une nuit blanche en se demandant comment aller les chercher, puisque c'était des gars complètement à la dérive. Et puis le matin, il leur a dit, bon, la société vous considère comme des déchets, or vous n'êtes pas des déchets et vous allez le prouver. Vous allez le prouver en allant chercher ce que rejette la société de consommation, les déchets, les refus, machin, etc. Et vous allez les valoriser. Et en donnant de la valeur à ces choses-là, vous allez montrer que vous aussi, vous avez de la valeur. Donc ça, c'est l'élément fondateur d'Emmaüs. Et j'ai donc proposé de faire la même chose pour ce projet. C'est-à-dire de faire une cueillette d'éléments de réemploi, de déconstruction, et avec cette cueillette, de construire le projet. Donc ça sous-entendait un certain nombre de prises de risques, puisque par définition, si vous construisez avec des choses que vous n'avez pas encore, vous ne savez pas ce que vous allez construire. La cueillette va vous amener à changer la forme au fur et à mesure. Donc on a conçu le projet comme une espèce de partition de musique contemporaine, ou de jazz, une espèce de grille d'improvisation, le moins improvisé possible du point de vue de la sécurité, des surfaces, etc., etc. Mais sur cette grille, on a accepté le fait qu'il viendrait y avoir des inputs en français contemporain, de la nourriture par la cueillette elle-même de la recherche de matériaux,
sur lequel Matière Grise, spécialisée dans le réemploi et l'accueil du réemploi, a travaillé. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Le programme qui avait été élaboré pendant près d'un an par les compagnons et les amis consistait à déplacer la partie vente qu'est là pour faire une nouvelle salle de vente ici et en faire les futurs ateliers, c'est-à-dire leur donner un minimum de confort, augmenter la partie restaurant, augmenter la partie vente conservée ici. Donc on a dans le futur... Non. Dans le futur, donc, je ne peux pas remonter là-dedans, si. On a des éléments de vente qui vont se trouver autour de ce qu'on a appelé la place du village, et l'atelier qui est ici, qui reçoit toute la partie donation qui n'est pas passée par la déchetterie. Et ensuite, par un système de marche en avant, on s'en va vers la partie vente. Un des problèmes étant que beaucoup de choses se détruisent elles-mêmes par le mauvais stockage. Bien, donc je vais rentrer tout de suite dans le détail. Ça, c'est la partie extension d'un peu plus de 100 mètres carrés de la partie restaurant, c'est-à-dire, je préférerais presque dire salle à manger, de la communauté qui va avoir donc les 60 résidents plus les 100 amis, 100 amis qui viennent déjeuner ici. Donc on s'est branché sur quelque chose d'existant et on a réutilisé, c'est la seule fois dans le projet, de la structure label et collé qui vient de l'ancienne patinoire d'Angers. On a réutilisé les poutres et donc ça a changé la forme du bâtiment. On a mis en œuvre une ossature bois, là c'est pas du réemploi, ossature bois faite sur mesure, de la paille en isolation. Le sol a été fait avec un plancher sportif déposé à Rennes et recomposé. Les menuiseries sont entièrement des sorties de chaînes suite à des erreurs de cote. Et puis, qu'est-ce que j'oublie, François? Ça va nous... Bon, on va voir. Donc, voilà les poutres dont nous disposions. C'est des poutres à peine recomposées, mais dont on a utilisé le cintrage pour faire des consoles vers le sud pour éviter les ensoleillements directs. Donc, ossature bois ici, isolation paille, le plancher en réemploi. Donc, ce plancher dans sa disposition antérieure, les poutres dans leur disposition antérieure, dans la partie donc patinoire. Vous les voyez à l'intérieur du futur restaurant et le chantier participatif qui a été mis en œuvre donc par des volontaires, encadré par un spécialiste de la construction en paille. Et toutes les baies que l'on voit là, sont des baies qui sont sorties de chaîne après une erreur de cotation. Donc ça, c'est la mise en œuvre du plancher, le plancher sur l'emborde, etc. Ici, un petit clin d'œil pour qu'on voit que c'est en isolation paille et qu'on fait un peu du greenwashing, puisque c'est des hublots de machine à laver. Enfin, qu'on fait pas de greenwashing parce que nous, c'est vraiment de la paille. Voilà la salle une fois terminée, avec donc tous les éléments dont je vous ai parlé auparavant. Et en extérieur, les bardages sont aussi du bardage, non pas de réemploi, mais du bardage de fin de stock, de fonds de stock refusés, machin, tordus, tout ça, qui n'ont pas l'air d'être tordus puisqu'ils sont trayés au moment de la mise en œuvre. Deuxième sujet, les nouveaux ateliers qui ont été faits dans l'ancienne salle de vente numéro 2. Je vais rapidement. Sur l'extérieur, on a reconditionné complètement les extérieurs avec de l'ossature bois et de l'isolation paille.
Tous les cloisonnements sont faits à partir de cloisonnements récupérés dans des reconditionnements de bureaux. À la fois les cloisons, à la fois les portes, etc. Et aussi du contreplaqué initialement prévu pour des camping-cars qu'on utilise en pare-choc sur les parties basses. L'intérêt d'utiliser des cloisons de bureau, c'est que, comme vous voyez derrière, c'est très transparent et ça nous permettait de faire que les différents ateliers spécialisés, les gens se voient les uns les autres, ne soient pas dans les petites boîtes. Vous voyez ici le stockage, c'est un élément très important sur lequel Émilie reviendra, si tu veux dire un mot là-dessus tout de suite d'ailleurs. C'est capital, puisqu'on cueille et on réutilise quelques mois plus tard. Sur la question du stockage, donc en fait, là, pour ce projet-ci, il y a eu un espace dédié pour le stockage des matériaux en attente de leur remise en œuvre, donc qui était à quelques kilomètres du site d'Emmaüs Saint-Jean-de-Linières, et qui a été très important, parce qu'en fait, il faut voir que quand on fait de la cueillette, voilà, comme le dit François, ou du sourcing pour le langage réemploi, en fait, ça se trame sur le temps long, parce que du coup, il y a des matériaux qui peuvent arriver très vite issus de chantiers de démolition, d'autres qui peuvent arriver au fur et à mesure, justement, il y a du déstockage, etc. Donc, un espace de stockage tampon, c'est indispensable dans ce genre de cas de figure. Donc là, voilà, on l'aperçoit, et là, on voit le contreplaqué stocké dans le bâtiment qui était là. C'est un stockage qui est renouvelé régulièrement, puisqu'ils ont l'obligation d'avoir des pièces de rechange pendant 5 ans après la vente du camping-car. Et après, ça s'en va à la déchetterie. Sauf si on l'a pris au passage. Ça, c'est donc les cloisonnements de bureau qu'on a réutilisés. Ça, c'est les fenêtres de l'hôtel du département de Maine-et-Loire qui se renouvelaient pour de meilleures caractéristiques thermiques. Donc nous, c'est des caractéristiques thermiques pour le tertiaire des gens qui ont donc des postes de travail sédentaires. Nous, comme on s'en sert soit en cloisonnement intérieur, soit pour des gens qui ont une activité où ils se remuent et donc ils n'ont pas besoin des mêmes conditions de confort. Voilà la transformation, la forme latérale de la façade était comme ceci. On a déposé les parements, on a donc débioté le bâtiment, on a remis la façade isolée comme ceci, et on va rechemiser, reprotéger les éléments de charpente qui, eux, n'étaient pas faits pour être dehors. Voilà la mise en œuvre. Ça aussi, ça a été fait en chantier participatif. Et maintenant, c'est la grande halle, la nouvelle halle, qui initialement était prévue dans notre premier permis en réutilisation d'un gymnase des années 20, gymnase dans un ensemble industriel qui avait plusieurs intérêts. Un intérêt technique, puisque c'était une structure mixte bois-acier, une technique abandonnée depuis longtemps et qui était intéressant de maintenir à titre patrimonial. Et du point de vue social, puisque c'était caractéristique d'un rapport social entre patronat et monde ouvrier, puisque le patronat s'occupait de fournir les lieux de distraction, de sport, etc., etc. Et donc, ça nous semblait intéressant de l'utiliser, puisque ça va être démantelé très prochainement. On s'est là heurté à un problème assurantiel et de qualification de la structure, puisqu'on n'a pas été capable, on aurait pu le faire, mais il fallait par exemple passer par un système de tests à la rupture pour étalonner nos fermes. Or, quand un bâtiment n'est pas encore démoli et qu'on vient dire aux gens, on va vous casser un morceau pour savoir si on le prend, c'est pas facile. Et puis d'autre part, au point de vue phasage, on a bien fait d'abandonner ça parce qu'ils ne sont pas encore déconstruits et nous, c'est fini. Alors oui, pardon. Là-dedans, on va avoir à nouveau le sujet du barrage extérieur qu'on a été chercher dans les invendus de Faune Parc.
On a une structure qui, du coup, est neuve. On n'a pas cherché midi à 14h, on a fait une structure lamellée-collée. Voilà. Tous les bacs de couverture sont des bacs de fin de stock, des invendus, etc. Toute cette façade-là, qui est une façade que vous allez voir plus loin, qu'on appelle la façade manifeste, qui est la façade sur laquelle les gens arrivent quand ils rentrent sur le site, est une façade à deux épaisseurs. Et tout à l'heure, on disait, on ne peut pas réemployer puisqu'on n'a pas les bonnes qualifications. Bah si, on les a si on les double, par exemple. C'est ce qu'on fait là. On a une partie extérieure qui est faite entièrement avec des menuiseries complètement composites, délibérément cherchées sur 300 ans d'histoire de la menuiserie dans l'entourage, dans la proximité immédiate du projet. Et l'intérieur est fait en alternant les doubles vitrages des années 80 de l'hôtel du département et des pavés de verre, vous allez voir plus loin. Ouais, et tout le mobilier est élaboré à partir d'éléments de portes stratifiées qu'on a recomposés. Et puis tout ce que vous voyez en bleu, c'est du déstockage des matériaux de zones piétonnes qui sont en train de se redessiner, et donc les matériaux qui étaient utilisés en réserve pour la réparation n'ont plus lieu d'être puisque c'est en train de se reconditionner. Donc voilà, c'est des choses comme ça, c'est de la dalle de sol, des petits plots qu'on pensait, des potelets en fonte qu'on pensait réutiliser, finalement on les réutilise pas parce que pour le cheminement handicapé c'est un piège, donc on les a pas utilisés. Et les différents pavés de verre de différentes couleurs qu'on a utilisés. Donc voilà le plan de principe. On fait un patchwork avec des différentes menuiseries. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a du panneau donc de récupération, pas vraiment de récupération, mais de fin de stock, et on a du capteur solaire qui maintenant en fait concerne la totalité du versant sud. Donc le patchwork dont vous allez voir la réalité après est composé de 20e, de 18e, de 20e, de pseudo-gothique fabriqué courant 20e, ou de néo-gothique de 1860. Il y a du 18e, il y a du 16e et il y a du 20e. Voilà. Et on a délibérément assemblé tout ça en les laissant dans leur couleur d'origine. Et c'est pas fini puisqu'il y a les chantiers de déconstruction qui vont nous approvisionner au fur et à mesure. Notamment la maison d'Adam, qui est donc une maison du 15e qu'on est amené à restaurer assez lourdement, et notamment on enlève toutes les fenêtres qui avaient été mises dans les années 90, qui sont très très loin d'être aux normes d'étanchéité pour de l'habitat. Donc, comme elles ne sont pas patrimoniales, elles sont du 20e, on les dépose. Et nous, on les réutilise. Enfin, on les dépose quand on s'occupe de la maison d'Adam, et on les repose quand on s'occupe d'Emmaüs. On prend aux riches pour donner aux pauvres. Voilà. Et ça, c'était un chantier participatif. Voilà un peu ce que ça donne, ce que c'est sur le point de donner sur la mise en œuvre. Alors, sur la mise en œuvre du patchwork, qui a un petit peu plus avancé, mais vous voyez, il y a encore des manques. Ça, c'est du 20e, ça, c'est du 20e début. Ça, c'est des choses qui vont venir de la maison d'Adam. Ça, c'est de Chant d'Oiseau, qui est un néo-gothique 1860. Un petit peu plus loin, on a une fenêtre 18e qui est à peu près maintenue, qu'on va pouvoir restaurer suffisamment pour la laisser en place. Et ça, c'est l'intérieur, avec un revêtement routier, sol, puisque on est délibérément au minimum possible de la dépense. Et on a aussi une astuce, c'est qu'on se sert de l'inertie du sol. On n'a pas isolé sous le sol. On se sert de l'inertie du sol pour avoir un temps de réponse déphasé. C'est-à-dire que si on avait eu une dalle béton sur un isolant, il aurait fallu commencer par chauffer la dalle, sinon on se gèle les pieds. Là, au contraire, on a
une amplitude de variation au sol, puisqu'on a, on a un problème, c'est qu'on a des journées de vente, des journées sans vente, des journées de vente, des journées sans... C'est alterné. Donc si vous chauffez, le temps que vous chauffiez, il y a déjà plus de clients. Donc on est parti sur ce principe-là. Alors, c'est l'autre aspect du réemploi, le réemploi de l'énergie. L'énergie, on a utilisé le surplus de puissance de la chaufferie bois préexistante en boostant cette chaufferie bois et en utilisant jusqu'au dernier iota de chaleur produite. Et on a de la géothermie sur la partie des ateliers. Mais le principe, c'est d'essayer d'utiliser tout ce qui est disponible. Ça, c'est la vision des côtés arlequins de la façade intérieure, sachant qu'il y a encore des manques dans la prise de lumière, puisque là, c'est une plaque de contreplaqué qui remplace provisoirement bon, puis ça, c'est la dernière heure, il n'y a pas grand-chose à en dire. On l'a mise aux normes pour être conforme aux normes de défense. Hein? La mêlée ça? Oui, ça aussi, oui. Ouais. Donc, encore une fois, la mêlée collée de la patinoire qu'on utilise comme du bois de charpente normale. Le principe du réemploi, le principe de précaution dans ce cas-là, c'est de les faire travailler à la moitié de leur capacité, voire au tiers. Là, les rails que vous voyez ici seront utilisés pour... vous voyez, c'est des rails qui contenaient le bétail d'un éleveur de bovins. Et là, on va les utiliser en pare-choc dans les zones où on a des Fenwick qui pourraient enfoncer nos cloisonnements. Et à gauche, la clôture réemployée chez un revendeur, un des stockeurs, on va dire. Voilà. Au final, on a environ 61 tonnes de matériaux réemployés, ce qui équivaut à 1830 tonnes de matière vierge. Souvent, on se dit, est-ce que vous avez fait des économies? En fait, on a à peu près équilibré par rapport au projet si on l'avait fait complètement en neuf. On est un petit peu moins cher pour l'instant, mais on n'est pas encore tout à fait au bout, donc je pense qu'on devrait être à zéro. Et par contre, si on compte en euros, en dollars, effectivement, on ne fait pas des économies en faisant du réemploi. On met simplement l'énergie ailleurs ou l'argent ailleurs. Et là, on a bénéficié de l'appui de chantiers participatifs, de chantiers d'insertion, etc., etc. Donc effectivement, on a des coûts qui sont masqués par le fait qu'ils sont gratuits, entre guillemets. Par contre, si on fait la balance des coûts pour la planète, on n'est pas peu fiers. Voilà. Je voulais rajouter un petit élément sur la question du coût, notamment, parce que c'est vrai que souvent on nous pose la question, le réemploi, ça coûte moins cher. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on aborde les choses différemment. Le réemploi, souvent les matériaux, quand ils sont issus de démolition, sont donnés. Par contre, ce qui va rentrer en compte dans le coût final, qui en fait, on va remplacer la fourniture, ça va être la dépose soignée, parce que forcément, quand on veut récupérer un matériau pour le réemployer, la dépose n'est pas du tout la même que si on démolissait complètement le bâtiment pour partir au recyclage, ou au déchet général. Donc, il y a déjà cette question-là de la dépose soignée qui est à prendre en charge. Il y a aussi le transport. Le stockage temporaire dont on parlait tout à l'heure, en fait, ça aussi, ça rentre en compte dans le coût global du matériau. Et puis ensuite, de nouveau, le transport jusqu'au lieu du chantier. Donc, c'est tout cet élément-là qui, en gros, on essaye que ça reste toujours dans l'enveloppe d'un matériau neuf. En tout cas, aujourd'hui, c'est les demandes qui nous sont faites de la part des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre avec qui on travaille, de respecter l'enveloppe neuve. La plupart du temps, on y arrive, mais clairement, aujourd'hui, il y a des matériaux, notamment des matériaux extrêmement peu chers, où ça pose vraiment des vraies difficultés. Et du coup, le réemploi aujourd'hui, sur ces aspects-là, notamment, on n'est pas concurrentiel. Donc, mais
avec ce qu'on voit voilà, ces derniers mois et ces dernières années, l'évolution du prix des matériaux, clairement, c'est une donne qui est en train de changer. Donc, voilà, bon, je voulais apporter ce petit aspect-là. Vous avez ici, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être en mémoire ces pages de garde des éditions Erol avec les leçons de choses. En fait, les leçons de choses, c'était des leçons sans vraiment de prétention, mais extrêmement pratiques. Je vous avertis, hein, c'est ce que vous auriez dû voir au début. Donc aujourd'hui, on creuse dans les ressources et on fabrique du déchet. Pour ce qui est du bâtiment, on est même très doué pour faire beaucoup de déchets, puisqu'on doit être responsable de plus de la moitié des déchets produits. Vous avez tous en tête le jour du dépassement, c'est-à-dire on était en 2013 au 19 août. À partir du 19 août, on fonctionne à crédit, enfin on rentre on consomme plus que ce que la planète peut produire. Aujourd'hui, on est au 21 juillet, je crois d'ailleurs, c'était en 21. Et en 23, c'est encore pire. Il faut garder en mémoire que le coût moyen, enfin la production moyenne de produits manufacturés, c'est-à-dire les fenêtres, c'est-à-dire les portes, c'est-à-dire les chaises, etc., c'est environ 300 kilos de nature vierge pour 10 kilos de produits industriels. Ça peut être beaucoup plus pour un iPhone. Pour un iPhone, c'est à peu près 10 fois plus. Il faut remuer, hein, parce qu'évidemment, il y a pas 3 tonnes dans un iPhone, mais il faut vraiment remuer beaucoup de terre pour avoir les différents matériaux qu'on met dedans. Donc, le recyclage a commencé depuis très longtemps dans le bâtiment, puisqu'on recycle beaucoup la charpente depuis des siècles. On voit très bien quand on fait les réhabilitations que c'est beaucoup de réemploi. Mais à l'époque moderne, ce qui a commencé à vraiment être significatif, c'est le broyage du déchet béton. Et nous-mêmes, on en a utilisé, je l'ai pas mis dans le bilan général, mais on en a utilisé environ 1800 tonnes de béton broyé. Donc ça porte à 3600 tonnes, etc., etc. Donc ça, c'est on passe aussi beaucoup d'énergie à trimballer les choses d'un bout à l'autre du monde, alors qu'on pourrait utiliser les choses beaucoup plus proches. Et c'est ce qui tiens, c'est ça, ouais. Voilà. Et ce qui amène à dire que la mine d'hier, c'était une mine, c'était sous-sol, etc. Mais la mine d'aujourd'hui, c'est la mine de demain, en tout cas, c'est la construction d'aujourd'hui, c'est la ville qui existe aujourd'hui. Et de la même manière qu'il faut construire la ville de demain sur la ville d'aujourd'hui, il faut arrêter de manger le paysage. Il faut se dire que tout ce qu'on a déjà construit, eh bien, il faut s'en servir. Alors pour autant, il faut éviter d'arriver à des architectures qui donnent aux gens l'impression d'habiter ou qu'on leur offre un habitat de bidonville. Et c'est toute la gageure. Vous avez vu dans la façade qu'on a mis en façade manifeste du réemploi, on a joué le patchwork. Mais si on veut, par exemple, proposer dans l'habitat social quelque chose qui réemploie, il faut absolument pas qu'on ait une allure de briques et de broc et de bouts de ficelle, parce que ce serait humilier les gens à qui on veut s'adresser. Donc, il y a cette complexité-là à prendre en compte. L'art, depuis quelques années, s'est emparé du réemploi. Vous avez ici un mur fait en textile sur la gauche, et vous avez à droite l'exposition qui a eu lieu à la Fondation Cartier il y a maintenant 3 ans, où la plupart des œuvres exposées étaient faites à base de réemploi. Vous avez aussi notre cher Wang Shu, qui est un des grands architectes chinois, qui s'est fait une marque de fabrique dans le réemploi, notamment cette façade du musée d'histoire de Ningbo, où il a utilisé les matériaux de démolition de la ville sur laquelle il était construit. Alors, bon, il faut admettre que c'est une peau, que derrière il y a du béton. Mais ça veut dire quand même quelque chose.
ou cette épicerie de luxe au Japon qui réutilise, comme vous voyez derrière, un patchwork, comme nous avons fait, mais en donnant une unité par le type de traitement du matériau bois. Si vous avez des questions, on est prêt à tout. Il y a un sujet que tu n'as pas du tout développé, et pourtant tu m'en as déjà parlé. Là, on parle principalement de la matière, mais tu parles assez peu de l'humain qui travaille le réemploi. Et je pense que ton investissement sur ces sujets, hein, ton engagement, vient aussi. Et est-ce que tu peux nous parler quels sont les gens qui travaillent sur le réemploi, tout simplement? Alors effectivement, une des grandes satisfactions de ce projet, c'est qu'on on a eu sur le même chantier simultanément à la fois des gens du secteur concurrentiel, des entreprises habituelles, des gens des chantiers de réinsertion, c'est-à-dire des gens qui il y a peu peut-être volaient des voitures, peut-être bon, des gens qui avaient des ennuis et qui essayaient de se reconstruire au travers d'une expérience, voilà. Et des chantiers participatifs, c'est-à-dire des gens qui sont venus volontairement faire le chantier paille, faire le chantier menuiserie, le chantier ébénisterie, etc. Et tout ce monde-là, c'est assez inespéré, tout ce monde-là a travaillé ensemble en se prêtant les outils. Ça, c'est quand même génial. Et c'est vraiment une grande satisfaction, quoi. Ah oui, et une autre chose aussi, c'est que les matériaux qu'on réemploie, c'est aussi du savoir-faire, parfois disparu. Quand on se dit qu'on remet une menuiserie du 18e, il y a quelqu'un qui l'a faite. Et ça, cette richesse-là, à la limite, c'est pas juste que ce soit que dans les musées ou dans les châteaux réhabilités, etc. C'est une grande chose de faire que ce soit aussi dans l'habitat social, dans l'environnement de la ville, etc., etc. Et puis, il faut voir que quand on fait du réemploi, on embarque aussi toutes les équipes des matériaux, en fait, des chantiers de démolition. Où là, moi, à chaque fois que j'ai pu aller sur les lieux, bah, du coup, je venais avec le projet, je présentais en disant, bah voilà, par exemple, je pense aux poutres de la patinoire, on a parlé du coup de comment elles seraient réemployées, du coup aussi toute la vigilance, et tout d'un coup, vraiment, ça permet aussi aux équipes de démolition ou au chantier de réhabilitation d'avoir un autre regard sur les matériaux en question, de plus le voir comme, bon, ça on évacue, on passe à autre chose, mais vraiment se dire, ah, ce matériau, ok, il va continuer son processus, sa vie à un autre endroit, en faisant peut-être autre chose, mais en tout cas, voilà, ça, il y a vraiment une suite. Donc c'est aussi ça, c'est qu'il faut voir, c'est que le réemploi, ça agrandit, voilà, vraiment l'équipe globale autour des sujets. Alors moi, derrière l'écran d'ordinateur au dessin, c'était une gymnastique à prendre en fait. Il y a beaucoup d'allers-retours à faire, beaucoup plus qu'avec des projets standards, puisqu'il faut adapter sans cesse le projet en fonction des matériaux qu'on récolte. On le voit très bien par exemple sur le volume de toiture du restaurant communautaire, puisque c'est la forme des poutres cintrées finalement qui a induit l'allure du bâtiment et sa spatialité à l'intérieur mais aussi à l'extérieur en bordure. Donc en fait, dans votre process de production, vous travaillez sur un volume il y avait un volume initial et vous le remodeliez en fonction de la disponibilité des choses, c'est ça? C'est ça. Oui. C'est ça, il y a un permis balai, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais à chaque fois, alors le processus, c'était ça. Quand Matière Grise trouvait on lui a fait une liste au Père Noël. Hein. Voilà ce qu'on aimerait, tant de mètres carrés de façade, tant de mètres carrés de ci, tant de mètres carrés de ça. Les chasseurs, trappeurs, cueilleurs d'Emmaüs et de Matière Grise se sont mis en chasse. Et Emmaüs a fait des annonces dans la presse. Nous, sur nos chantiers, on en a parlé à tous nos maîtres d'ouvrage, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on a des propositions, qui peuvent être des propositions massives comme celle du département de Maine-et-Loire, mais ça peut être des propositions individuelles de gens qui changent les menuiseries de leur cuisine ou je ne sais quoi. Ça passe par Emmaüs, par
matière grise, pardon, qui qualifie les produits, qui va voir si c'est en bon état, si c'est en mauvais état, si c'est qui les localise, qui nous dit voilà, et qui fait des diagnostics, des pré-diagnostics plomb par exemple, des choses comme ça. Ensuite, il nous le propose. Ensuite, on se dit tiens, ça pourrait aller. On en parle au maître d'ouvrage. Ça te va, ça te va pas. On en parle au bureau de contrôle. Ça va pas. Et on intègre. On intègre, donc ça fait évoluer le bâtiment du restaurant. Ça l'a fait beaucoup évoluer, évidemment. Les salles d'atelier pas trop, mais aussi parce que j'ai retenu l'enthousiasme de mon jeune confrère pour qu'il s'avance pas trop vite. Fallait qu'on attende. C'était pas la peine de sortir des détails des menuiseries avant de savoir ce qu'on aurait. Justement, je rebondis sur la temporalité. Vous avez mis combien de temps en fait? C'est un projet de combien d'années peut-être entre études et réalisation du coup, même si c'est pas encore fini? Alors on a mis en œuvre des gros moyens puisqu'on a lancé une idée nouvelle, ça s'appelle le Covid. Donc pendant ce temps-là, on a continué de chercher. Non, on a fait le premier projet fin 19. Et au moment de... Oui, enfin bon, on les mélange toutes ces années, elles se sont toutes ressemblées bizarrement. Et ce qui fait que pas dans le temps du confinement, etc., on a continué de chercher, nous. Et donc ça nous a permis d'avoir plus de temps que normalement on en aurait eu. Mais c'est parce que c'est une filière naissante. Donc il fallait que tout ça se mette en place. Alors, on est en train de finir la dernière tranche, si vous voulez. On est en 23, et c'est pas tellement la cueillette qui nous a coûté du temps, c'est les opérations tiroirs, puisque à aucun moment ça a fermé, à aucun moment ils ont arrêté les ventes. Donc il fallait qu'on finisse, vous avez vu, on réutilise le bâtiment, le grand réemploi, en fait, c'est la grande nef. Là, celle-là, elle n'est pas chiffrée, mais on utilise un bâtiment qui avait une autre fonction pour la fonction atelier. J'en ai pas parlé, mais c'est le plus gros élément. Mais ça a une conséquence, c'est qu'effectivement, on ne peut pas taper là-dedans, on ne peut pas commencer à aménager cet espace-là avant d'avoir placé la salle de vente ailleurs, donc construit la première salle de vente. Moi, j'aurais une question un petit peu similaire concernant justement le planning, le déroulement du planning, et si on pouvait comparer cette opération avec une opération similaire, le plus classique. On a le déroulement qui est un petit peu qui est plus habituel. À mon avis, ça n'a pas directement de conséquences sur le réemploi n'a pas directement de conséquences. On va dire que ça va peut-être prendre 2 mois, 3 mois de plus, mais compte tenu du déroulé des éléments de tiroir, on va dire, des opérations tiroir, c'est pas tellement ça. Par contre, c'est le déroulé du chantier. Beaucoup de temps, très coûteux pour l'économiste et pilote de l'opération. Très coûteux en temps. Ouais. En fait, il faut voir par rapport au sujet du réemploi que ça dépend aussi de l'ambition qu'on se donne et à quel moment, en fait, nous, on commence le sourcing. Du coup, là, c'est vrai qu'on a été dès le début intégré dans l'équipe. Du coup, on a pu démarrer assez vite. Et puis là, il y avait un objectif structurel qui avait aussi un impact assez conséquent sur le bâtiment. Donc, il y avait vraiment un choix assez spécifique. Mais ça, c'est vraiment modulable en fonction des projets, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut se changer. Et c'est vrai que plus on commence tôt le sourcing, plus en fait on travaille en temps caché, en temps masqué, en parallèle de la conception du bâtiment, en fait, des différentes phases qui avancent. Donc voilà, ça peut être très variable. Est-ce que la ville d'Angers a eu un rôle dans cette construction? Parce que Emmaüs Angers, c'est un maître d'ouvrage privé. Ça, la patinoire, c'était un site public. Est-ce qu'ils ont joué un rôle pour le lieu de stockage? Est-ce qu'ils ont... Alors,
Pour les poutres de la patinoire, oui, parce que du coup, ils ont vraiment été très acteurs. Parce qu'en fait, c'était quand même pas une mince affaire de déposer ces poutres de 24 mètres de long. Là, le morceau que vous voyez, c'est un tiers de la poutre en complet. C'était des sous-tensions où il fallait les remplacer par des filins métalliques. Enfin, c'était un chantier un peu complexe. C'est clair que le charpentier, quand on a commencé à lui dire qu'il fallait déposer ça soigneusement, il s'est un peu cassé la tête. Et clairement, la ville d'Angers a été très motrice en disant que de toute façon, il n'y avait pas le choix. En fait, ces poutres, ils souhaitaient vraiment qu'elles soient réemployées. Et donc, tout a été fait pour que ça soit le cas. Et la ville d'Angers a supporté financièrement une partie de la dépose soignée de ces sous-tensions. Et l'autre moitié a été pris en charge par Emmaüs, du coup. Mais voilà, c'est pour dire que oui, en tout cas pour cette partie-là, oui. Pour le reste. Non, l'intervention de la puissance publique est beaucoup passée par des subventions aussi. Il faut bien l'admettre. Et le talent particulier du trésorier d'Emmaüs pour aller chercher les subventions dans toutes les petites cases que l'administration a su trouver pour cacher de l'argent. Il a mis beaucoup d'imagination là-dessus. Et la ville, le département, la région, l'ADEME, enfin tout le monde a eu le droit à des visites régulières. Maintenant, je trouve que le département, par exemple, en participation directe, en donnant et en faisant en sorte qu'il a organisé la dépose de ces menuiseries pour que d'une part ce soit pas détruit, mais que ce soit déposé avec soin, puis stocké avec soin, puis transporté, etc. Ça, il a pris ça à sa charge. La ville d'Angers a été moins directement investie dans le sujet. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné sur ce chantier ou qui vous ont déçus par rapport aux prévisions ou des erreurs à ne pas commettre sur cette opération? Alors d'abord, il faut éviter d'être fétichiste de la forme quand on fait ça. C'est-à-dire que ce qu'on a dessiné, c'est pas ce qu'on va faire, ce qu'on va construire. Mais pour moi, c'est pas vraiment une déception. Moi, j'aime bien regarder pousser les arbres. On a regardé pousser le bâtiment. Moi, je dirais plutôt des choses à améliorer, notamment sur le fonctionnement d'équipe, parce que moi, là, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait énormément, enfin, vraiment, il y a eu un moment où ça a été, avec tous les allers-retours sur tous les matériaux, c'était très chronophage. Donc, je pense juste qu'il y a vraiment des outils à mettre en place pour améliorer les échanges au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre, voilà, parce que, comme on disait tout à l'heure, dès qu'il y a un matériau, il est proposé à l'équipe, enfin, en tout cas à l'archi, qui, s'il le valide, est proposé au reste de l'équipe s'il y a besoin de validation technique, puis au maître d'ouvrage. Et là, fois tout ce que vous avez vu comme matériaux, ça en fait beaucoup des échanges. Donc voilà, ça fait partie des points qui du coup sont à améliorer. Ce que je disais tout à l'heure sur l'espace qui prend forme grâce aux matériaux de réemploi, c'est aussi, c'est à la fois très intéressant, mais c'est aussi, comme le dit Émilie, très chronophage. Et en fait, voilà, il y a plein de choses à mettre en place, comme avoir une visibilité dès le début du projet sur les matériaux disponibles pour pouvoir gagner en efficacité et à terme être un minimum concurrentiel face à des produits industriels. Et justement, par rapport à ce changement d'échelle, si on commence aujourd'hui à imaginer que les chantiers se multiplient, ça veut dire qu'il y a une gestion, alors on pense aux ressourceries, comme ça, que vous voyez bien pouvoir se mettre en place ces prochaines années, où il y a encore des obstacles d'un point de vue politique, je pense, par rapport aux collectivités ou... Les obstacles, ils sont nombreux, mais on va petit à petit les faire tomber progressivement. Enfin, là, de toute façon, on sent bien que quand même il y a une recrudescence et une intensification des questions de réemploi, et qu'en effet, il y a encore de nombreux freins politiques, juridiques, qui sont présents. Mais voilà, qu'on essaye de faire tomber au cas par cas déjà, et pour qu'ensuite il y ait quand même une généralisation, qu'il y ait moins de freins.
Clairement, pour pas mal de matériaux, c'est quand même un combat pour permettre leur réemploi, notamment sur leur qualification, parce qu'en fait, aujourd'hui, concrètement, il y a plein de fois où dans les matériaux que vous avez pu voir, on n'avait aucune info technique. Donc, il fallait que nous, on fasse vraiment un travail de chercheurs d'infos, d'enquêteurs, presque de police, pour retrouver voilà, la caractéristique technique de tel matériau pour permettre son réemploi. Et en fait, ça, c'est le quotidien dans le réemploi. Donc, c'est vrai que, par exemple, plus il y aura un archivage qualitatif des infos des bâtiments qui sont construits aujourd'hui, qui nous permettront dans 20 ans, 30 ans, 40 ans d'avoir les infos, alors qui seront peut-être obsolètes, mais au moins on saura aussi de quoi on part. Parce que le problème, c'est que parfois, on a zéro info et c'est vraiment compliqué. Donc voilà, ce qui fait que, alors je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais voilà, on va dans le bon sens, on sent vraiment que tout le monde a envie d'aller vers ça, mais qu'il y a encore de nombreux freins et que plusieurs acteurs se regardent mutuellement en se disant bon, qui c'est qui va le premier pour voir comment tu vas réussir à t'en sortir. Mais il faut qu'en fait on y aille ensemble. Ça serait quand même un peu plus, voilà, ça me paraîtrait plus intéressant et plus pérenne. En fait, il faut changer de logiciel. Pour l'instant, jusqu'à présent, on produit. Dans la tête, on se dit on va produire. Là, il faut se mettre dans la tête qu'il faut réutiliser. C'est complètement différent. Et évidemment, on met en concurrence un système complètement rationalisé depuis l'abattage de l'arbre, son conditionnement, sa transformation, la mise en œuvre, la livraison sur chantier, etc., etc. On met en concurrence ça avec des gars qui sont avec des brouettes et des scies et qui bricolent le truc. Donc forcément, on est entre guillemets 10, 15 fois plus cher. Parce que la filière n'existe pas. Il y a toute une histoire de logistique et de préméditation au niveau du réemploi, au niveau des archis, des concepteurs d'une manière générale, aller chercher dans une base de données qui doit être mise à disposition par des gens qui vont avoir pour but de savoir ce qu'on a déconstruit, où c'est, comment, etc. Ça, c'est énorme. Et puis, en dernier lieu, à mon avis, il faut créer le désir, pour paraphraser la célèbre campagne de pub au BAD. Il faut susciter le désir, voilà. C'est-à-dire, faut que les gens aient envie de réemployer. Faut que ce soit super branché d'avoir des godasses sans âge ou d'avoir un portable d'occasion ou d'avoir une maison qui est faite en partie avec des choses réutilisées. Faut que ce soit désirable. C'est le premier truc. Pardon, pour finir un peu de répondre à la question, je me suis... du coup, les matériothèques, évidemment, c'est un lieu, c'est une source, mais c'est une parmi tant d'autres, et en fonction, comme je disais tout à l'heure, du niveau de définition qu'on veut, parfois ça suffit pas en fait, parce que en plus, quand ça arrivait en matériothèque, on a perdu l'origine même du bâtiment. L'intérêt d'aller chercher sur les chantiers de démolition, c'est qu'on peut voir exactement la mise en œuvre initiale, on peut aller faire vraiment une documentation historique un peu plus poussée qui permet de faire la traçabilité du matériau. Parfois en matériothèque, alors ça dépend des démarches, on a cet élément-là qui est suffisamment complet et parfois ça ne l'est pas. Donc en fait, le matériau il a perdu une partie de son histoire et ça, du coup, ça peut poser plus de questions. Ça dépend toujours de quoi on parle. Si on est sur de la finition ou voilà, il n'y a pas d'enjeu autre, voilà. Et c'est aussi ça la grosse particularité, c'est qu'on ne traitera pas du tout la même question, on n'ira pas sur le même niveau de détail. Si on parle de structurel ou si on est sur la dalle de moquette ou on sait de revêtement de plafond, voilà, du coup du faux plafond, on n'aura pas besoin du même niveau de qualification. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui fait qu'aujourd'hui la filière elle se structure, mais elle est encore en train de chercher ses marques par rapport à cette diversité de matériaux, d'âge et de situations. J'avais une petite question sur les... peut-être un peu indélicate, mais sur les honoraires, du coup, l'architecte, comment... Insuffisant. Insuffisant. Non, mais c'est vrai que ça peut être qu'au forfait, non? Non, au moment du concours, d'ailleurs, j'avais pas vraiment prémédité mon truc, mais c'est en cours de présentation, il m'est venu une idée saugrenue, c'est-à-dire de faire un fixe au pourcentage comme on fait l'habitude, mais vraiment niveau Emmaüs, quoi. À quoi s'ajouterait
un prix au kilo réemployé, hors gravois, hein, hors béton, parce que là, c'est pas du jeu, vous poussez, mais tous les matériaux industriels, le kilo réemployé. Alors j'ai créé la surprise là, mais au final, le maître d'ouvrage a trouvé que c'était trop hasardeux et ils nous ont alignés sur le niveau de rémunération du deuxième mieux placé, on va dire. Donc on est parti là-dessus, et à quoi on a ajouté un budget réemploi dans lequel on a eu, nous, je crois que c'est 25 ou 30%, et Matière Grise, qui a dédié quelqu'un à temps complet pendant 6 ou 8 mois, a eu 70% de ce montant-là. On a réintégré ce prix dans le coût général de l'opération. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on était à peu près à 27 000 euros d'économie, donc c'est presque rien par rapport au montant d'1,6 million, je crois. 9. Oh là là. Donc c'est presque rien au niveau de l'économie en matière d'euros. Mais l'erreur fondamentale pour moi, c'est de mettre ce prix du réemploi, de positionner ce coût du réemploi dans le prix de la maîtrise d'œuvre. Il faut absolument mettre ça dans le prix des matériaux. C'est un ordre de grandeur complètement différent, puisque sur un montant de travaux de 100, on a à tout casser 8 à 10 de maîtrise d'œuvre, on est d'accord. Enfin, si on a ça dépend des fois si on est très très technique, mais dans des projets comme ça qui sont pas très techniques, on va dire qu'on a 10% de maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est un facteur de 1 à 10. Donc quand on coûte, entre guillemets, 10 000 euros ou 15 000 euros, en fait, c'est dans le montant de travaux qu'il faut mettre ça, pas dans le montant de maîtrise d'œuvre, parce que vous allez faire doubler la maîtrise d'œuvre en rien de temps. Donc ça, c'est un truc à faire passer dans l'esprit des gens qui vont faire du réemploi, auprès des maîtres d'ouvrage, je veux dire. Attention, quand on fait du réemploi, que ce soit au niveau de la cueillette ou que ce soit au niveau de la transformation du projet, on ne doit pas imputer cela sur la part réservée à la maîtrise d'œuvre. Il faut imputer cela à la part réservée aux matériaux de départ, aux matériaux, quoi. Les petits chantiers, c'est vrai qu'en tant qu'architecte, on se retrouve à avoir d'un côté, on démolit ou on enlève un parquet et on se dit oh il est beau ce parquet, et nous il nous arrive du coup de demander à l'enlever proprement et de le stocker chez nous dans notre garage, puis d'avoir un autre projet intéressant, on a pu le réintégrer parce que c'était la famille, on était content de le faire pour eux, mais tout était bénévole parce que on ne pouvait pas, prendre de l'argent sur de la fourniture de matériaux et on ne peut pas prendre de l'argent non plus sur du sourcing. Pour nous, architectes, c'est très compliqué, alors que sur plein de petits projets, on n'est pas du tout en mesure d'aller vendre aux clients une mission de sourcing, de matière grise, etc., ce genre de choses, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage parce que je pense qu'il y a on pourrait valoriser ce temps. Ce que tu dis, effectivement, là je réponds au nom de l'institution ordinale, c'est un peu paradoxal parce qu'on veut travailler avec ces gens-là et en fait, il nous est interdit d'être une société commerciale parce qu'on ne vend, nous, que de la matière grise, même si c'est pas tout à fait le même sujet, et auquel cas, on ne peut pas faire des marges commerciales. Donc, ça fait partie des pistes d'amélioration sous certains critères, parce que il faut pas non plus transformer les architectes en commerçants. Je pense que c'est absolument pas voulu et c'est pas du tout dans l'intérêt, notamment des personnes qui font appel à nous, parce qu'on doit avoir cette indépendance. Et à la fois, on est les seuls à avoir une capacité, avec bien évidemment d'autres, de pouvoir qualifier les sujets. Donc, le débat est ouvert et je pense qu'on a à construire ensemble ce sujet. Et puis, un dernier point que je voulais qu'on aborde, on a assez peu parlé, c'est l'assurabilité.
parce que on va inviter bien sûr tous nos confrères à travailler sur ces sujets-là qui sont, en fait, c'est même pas une option, ça devient une obligation. Donc voilà, on va pas se redire que alors c'est une option qu'on va prendre dans 30 ans, il faudra avoir changé un petit peu la manière de travailler. Mais ce qu'il est extrêmement important, c'est qu'on puisse, de toute notre force, faire prendre conscience à toute la filière, y compris nos assureurs, de l'importance de pouvoir garantir, parce qu'on est sur des sujets qui ne sont pas sur des technicités courantes. Et on sait très bien que le maître d'œuvre qui va intervenir sur des sujets qui ne sont pas de technicité courante, eh bien, pourrait avoir des problèmes au niveau de sa propre couverture de maître d'œuvre. Donc, ça fait partie des pistes que le Conseil de l'ordre des Pays de la Loire, sur lesquelles il s'investit beaucoup. On va essayer de faire, c'est ce que je t'ai proposé tout à l'heure, peut-être avant l'été, un premier point, parce qu'on sait que les sujets avancent, mais on a besoin aussi du retour de tous les architectes sur ces sujets-là, des réseaux sur lesquels ils ont travaillé, des bonnes expériences et peut-être aussi des moins bonnes, nous permettant de prouver à nos assureurs que ça coûte pas plus cher, que ça garantit autant les choses, et qu'en plus c'est pas bon pour la planète, c'est juste nécessaire, et on peut pas faire autrement. Donc voilà un petit peu tous ces sujets. Je crois que c'est un préambule à des choses qui sont intéressantes, que les architectes, avec nos partenaires, sont probablement les seuls à avoir cette vision holistique de la construction. Et il faut s'en emparer. C'est un peu dommage qu'on soit pas plus nombreux, mais vous allez pouvoir essaimer ces bonnes paroles à tous les confrères de la région. Et puis, à moins qu'il y ait d'autres sujets, je vais vous inviter à continuer le débat autour d'un verre. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous, et puis un grand merci aussi à vous pour la suite.